Ensuite, il y a le monde intelligible, ce qui se passe dans nos cerveaux. Il y a des expériences avec cette matière extérieure à nous, et ensuite les expérimentations, notre réflexion par rapport à notre rapport avec les objets. Donc Ulrich de Strasbourg, au XIIIe siècle, nous fait rapport entre notre rapport avec ces matériaux. Donc les perceptions sensorielles, on a un rapport direct avec la matière accidentelle qui est réelle et unique. Ensuite, ça forme nos expériences, qui sont les substances secondes. Les arbres, on essaie de comprendre ce que c'est l'arbre en voyant une première arbre réel et unique, un deuxième arbre réel et unique, un troisième arbre réel et unique. On se fait une idée de ce que c'est un arbre. L'arbre est générique, il y a un tronc, il y a les branches, il y a des feuilles. Donc ça, c'est la valeur générique de nos expériences. On tire la valeur générique de nos rapports avec la matière accidentelle pour concevoir la substance seconde pour sa valeur générique. Et ensuite, il y a la substance première, expérimentation, qui est abstraite. Qu'est-ce que je peux faire avec le bois d'un arbre? Donc les perceptions sensorielles vont avec la matière accidentelle, les expériences vont de pair avec la substance seconde, et les expérimentations, Ulrich de Strasbourg attache avec les substances premières dans leur abstraction. Et ça me semble important de garder, il me semblait personnellement, ça m'a aidé à approcher ces questions de nanosciences en tenant compte de ces trois niveaux de matérialité, peut-être pour nous aider à comprendre ou se comprendre dans notre terminologie de la journée. Dans la nanohistorie, qu'est-ce qui se passe au XIVe siècle? Un exemple, il me semble depuis tout le temps, les artistes font les expériences par rapport à leur rapport sensoriel avec le monde. Une preuve que les artistes le faisaient, c'est à travers les travaux d'Hugo Benzi. C'est un médecin, il a la chaire de médecine à l'université de Ferrare et il est médecin personnel de Nicolas III, marquis d'Este. Il est l'auteur d'un ouvrage, Concilia, et il y a trois phrases dans Concilia qui nous intéressent aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Il parle de nouveaux produits qui venaient d'être découverts et on estime, les historiens de sciences estiment que c'est probablement de l'antimoine. Il dit ça se présente en poudre blanche, on le trouve dans les mines, on peut le préparer, ainsi de suite. Il dit c'est très intéressant pour les expérimentations chez les vétérinaires, on peut faire des expérimentations sur les animaux. Les artistes peuvent l'utiliser dans leurs œuvres, mais c'est à prescrire chez les médecins, car ça pourrait être mortel. Donc, ce qui est intéressant, au niveau de l'expérimentation, ces matériaux, ça peut être utilisé, il dit, pour les vétérinaires, mais surtout pour les artistes, c'est particulièrement intéressant. C'est un produit pour lequel ils n'avaient pas encore donné un nom, et Hugo Benzi propose que les artistes puissent l'utiliser dans leurs œuvres. Je veux dire qu'il y a déjà cette notion de modernité et volonté d'utiliser les matériaux les plus récents et les plus nouveaux. Nano-survol du XVe et XVIe siècle, j'aurais bien abordé les questions des feuilles transparentes, question brûlante dans l'histoire de la technologie de l'art. C'est une question de l'utilisation. Ce n'est pas nécessairement les matériaux en soi. On peut fabriquer des feuilles transparentes à partir des matériaux protéiniques. Et effectivement, ce sont les outils, les gestes et les procédés qui font en sorte qu'ils prennent les dimensions réduites. Ce n'est pas parce que la colle de peau, on a un gros pot de colle de peau, que l'artiste doit s'intéresser à la matérialité dans sa grandeur. Il peut le réduire, il peut l'étaler. Et aussi, c'est par rapport à la conception qu'on fait. Et là, c'est la conception, c'est adapter les matériaux à une conception de ce que c'est l'image. Ici, on a une machine à dessiner de Dürer, qui est une impression du livre de Dürer, qui est du début du XVIe siècle. Et ce qui est particulièrement intéressant, ici, l'artiste dessine sur le vif le portrait de son commanditaire, mais au lieu d'avoir un rapport direct avec le commanditaire, l'artiste capte le dessin à un stade intermédiaire de la projection de l'image entre le spectateur
et lui-même. Donc en fait, il est en train de faire la silhouette de l'image qui est projetée sur l'écran. Donc pour lui, l'image est quasi immatérielle. Pour lui, l'image est le support de l'image que lui il est en train de dessiner. Ce n'est pas le chair et l'os de le personnage qui est face à lui, mais la lumière qui est projetée entre cette chair et os qui arrive à ses yeux. Donc là, déjà, ça me semble particulièrement intéressant. Le contexte scientifique est mûr par rapport à la connaissance de l'optique pour que l'artiste souhaite capter cette information. Ainsi, donc, quoi de plus naturel que l'artiste adapte ses outils, gestes, matériaux et procédés à ce niveau de connaissance. Donc, une des hypothèses de recherche que nous avançons actuellement avec Aurélie Nicolos, qui est en thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études avec Daniel Jacquard, historien des sciences, c'est sur la production artistique des artistes germaniques du début du XVIe siècle, fin du XVe et début du XVIe siècle. Comment revenir en arrière? Ici, on voit la production d'une feuille transparente qui aurait pu être appliquée sur la vitre de la machine à dessiner. Et là, on voit la feuille transparente sur le bloc de verre. Est-ce que tout le monde voit bien la feuille? Vous allez remarquer qu'il y a des petites indications en papier sur les quatre coins de la feuille, parce que les étudiantes, on avait fait ça avec les étudiants de la Master Pro de conservation et restauration, elles ont appliqué leur feuille de gélatine liquide sur la plaque de verre une semaine, on est venu les récupérer la semaine d'après, poussées de cris et larmes, il n'y a plus de feuilles. En séchant, effectivement, ça prend une minceur totalement étonnante. Donc ici, on est en train de gratter la feuille pour le retirer. Et voilà une feuille transparente. Une des choses qui est intéressante, cette feuille transparente, on peut dessiner sur cette feuille, on peut peindre sur la feuille, et ensuite, on peut intégrer cette feuille d'une minceur de quelques nanomètres sur une préparation d'un tableau qui a beaucoup plus d'épaisseur. Chance inouïe, il y a 5 ans, on a découvert une série de dessins au British Museum, dessins colorés, sur des feuilles transparentes datées du 1500-1510. C'est-à-dire les artistes s'intéressaient à la fois aux matériaux nouveaux, mais aussi aux procédés qui faisaient en sorte que leur œuvre était d'une dimension à l'auteur de l'idée qu'eux, ils faisaient de l'image qu'ils produisaient. 18e siècle, c'est une tournure importante dans la culture européenne, mais aussi pour les arts. Le comte de Caius, c'est un antiquaire qui s'intéresse à la peinture en général et sur la peinture antique en particulier, qui travaille avec un chimiste, Magot, qui a écrit un texte qui s'appelle La chimie expérimentale et la chimie raisonnée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Caius s'inspirait de cette chimie expérimentale et chimie raisonnée pour s'interroger et d'écrire sur la technologie expérimentale et la technologie raisonnée. Et ils ont influencé un artiste peintre du milieu du XVIIIe siècle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Caius voulait, disons, découverte la peinture murale à Pompéi en 1752. Ils se sont rendus compte tout de suite qu'une partie de ces peintures murales était peinte à la cire. Il y a des références dans Pline l'Ancien, l'histoire naturelle, où Pline parle des possibilités d'utiliser